Mariage, piège à con, scandaient les féministes en mai 68 et 7 ans plus tard, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, une loi crée donc le divorce par consentement mutuel, une révolution à bas bruit qui allait dédramatiser le divorce et par là même profondément modifier en France l'idée de la famille, comme vient de nous le démontrer à l'instant ce documentaire réalisé par Béatrice Dehague. Et 50 ans plus tard, à quoi ressemblent les nouveaux modes de fonctionnement des couples? Eh bien, nous allons nous poser la question avec nos invités présents maintenant sur ce plateau de Débat Doc. Michel Dayan est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Michel Dayan, vous êtes avocate spécialiste du droit de la famille. Nous vous avons vu, entendu dans le film que nous venons de voir. Vous avez passé 30 ans à accompagner des couples qui se séparent et vous êtes l'auteur de Nous nous sommes tant aimés. Ça me rappelle le nom d'un film, ça. Hein. Un film d'Ettore Scola, Ouais. qui date d'avant la loi de 75, je crois, 73, je crois. Nous nous sommes tant aimés, les Français et le divorce, une histoire d'amour. C'est le titre de cet ouvrage, il est publié aux éditions de l'Observatoire. C'est un ouvrage où vous nous racontez la famille française vue à travers les séparations et aussi l'évolution des mœurs en France. Philippe Breneau est également avec nous. Bienvenue à vous. Avec plaisir, merci. Vous êtes psychiatre, thérapeute de couple et sexologue et vous êtes l'auteur de Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? J'espère qu'on aura la réponse avec vous sur ce plateau. C'est un ouvrage qui est publié aux éditions Les Arènes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis enfin avec nous, Cécilia Como. Bienvenue à vous. Vous êtes psychanalyste, thérapeute de couple et sexologue. Et vous êtes l'auteur de J'ai envie, moi non plus. La délicate question de la libido dans le couple. Un ouvrage disponible chez Albin Michel. Nous venons de voir ce film. C'est l'histoire du divorce. Nous commémorons d'une certaine manière le cinquantenaire de cette loi qui a créé le divorce par consentement mutuel. Il y a plusieurs chiffres principaux qui ressortent, notamment celui-ci, 45% des mariages se finissent aujourd'hui en divorce. Alors on a découvert dans ce film qu'avant le vote de cette loi il y a 50 ans, c'était environ un couple sur 10 qui divorçait. 50 ans plus tard, c'est presque un couple sur 2 qui divorce. Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas assisté tout bêtement à la banalisation du divorce? C'est ce que disaient d'ailleurs à l'époque les conservateurs, les plus conservateurs dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale au moment du vote de cette loi. J'ai eu la curiosité de relire quelques moments de ce qu'avait été ce débat à l'époque. Et effectivement, les conservateurs, les plus conservateurs, disaient attention, attention, ça va être la banalisation du divorce, cette loi. Est-ce que ce n'est pas le cas au vu des chiffres tout de même? Alors c'est une vraie question. Ouais. Et puis c'est un serpent de mer, parce que les conservateurs, toujours, quand une loi libère, les femmes en général, parce que finalement c'est les femmes que ça libère la possibilité de divorcer plus facilement. Et ça on le voit parce que 80% des divorces sont demandés aujourd'hui par les femmes, je pense qu'on y reviendra. On va y revenir. Donc les conservateurs, quand on libère les femmes, soit pour le divorce, que ce soit pour la liberté d'avorter, disent que ça va banaliser. Donc en réalité, ça met en danger ces conservateurs-là, plus que ça ne banalise. Moi, je ne crois pas du tout. Vous préférez le terme dédramatiser? Ça dédramatise, mais surtout ça facilite. Faciliter ne banalise pas forcément. C'est un facilitateur d'assumer et de mettre en action son choix, son désir, que ce soit d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir, ou que ce soit en l'occurrence de divorcer, de ne pas rester dans un couple de façon malheureuse, parfois violente et absolument insatisfaisante, sachant que avant 75, et on le voit un peu dans ce documentaire, avant 75, quand on veut divorcer, on divorce. Les femmes, quand elles voulaient avorter, pardon de ce parallèle, mais il me semble, c'est concomitant, 75, 74. Quand les femmes voulaient avorter, elles avortaient, au péril de leur vie souvent. Quand on voulait divorcer, on divorçait, avec une comédie judiciaire, des faux témoignages, des espèces d'histoires inventées qu'on donnait aux juges. Tout le monde était complice de cette comédie, tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'on a banalisé, c'est qu'on est plus dans une vérité et dans une liberté. Et moi, je ne pense pas, et je n'observe pas, que le fait que le divorce soit rendu plus facile donne des idées aux gens de divorcer. C'est juste que ça leur donne les moyens de réaliser leurs désirs. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais restons encore un tout petit moment avec vous sur le terrain législatif. Est-ce que la réforme du divorce pour faute intervenue en 2005 d'une part, et d'autre part la déjudiciarisation du divorce intervenue cette fois en 2017, ont eux aussi contribué à accélérer le nombre de divorces en France?
Je ne pense pas, encore une fois, que ça a accéléré parce que depuis 1975, il y a eu vraiment un bond après 1975, que ça a facilité. En revanche, 2005, c'est pas 2015, c'est 2005, hein, le divorce pour faute existe toujours. Hein. En 2005, il n'est pas supprimé. On peut toujours divorcer pour faute. En revanche, le divorce pour faute est déconnecté aujourd'hui de ses conséquences, notamment financières, qui pénalisaient les femmes. C'est-à-dire que pour nos téléspectateurs, avant 2005, je trompe mon mari, je n'ai pas de situation professionnelle, je suis dépendante économiquement et je décide de divorcer, je peux tout perdre. Depuis 2005, je trompe mon mari, je décide de divorcer. Je divorce à mes torts ou pas, ça dépend ensuite de la décision du juge, de plein de choses, mais je ne perds pas tout et je ne perds pas notamment mes droits à prestations compensatoires. Donc ça n'a pas, et 2017, déjudiciarisation du divorce, ça a facilité, mais il faut quand même dire pour les téléspectateurs que le divorce reste en France quelque chose de pas si facile. Et moi, j'ai beaucoup de clients dans mon cabinet qui me disent c'est très facile de se marier, mais c'est très difficile de divorcer. Parce que si on n'est pas d'accord, ça peut durer des mois, voire des années, que c'est des procédures longues, coûteuses et éprouvantes. Donc en réalité, ce n'est pas du tout banalisé. C'est vrai que toutes les études le disent, ça reste un moment très éprouvant, un divorce, mais ce n'est peut-être plus l'échec absolu tel qu'il pouvait être vécu avant cette fameuse loi, notamment de 60 ans. Vous avez raison. Moi, je crois que la proportion que vous soulignez, qui va être dans l'esprit de tout le monde, et notamment des jeunes, parce qu'aujourd'hui, ils se projettent. Je fonde, tiens, je suis dans une relation amoureuse, qu'est-ce qui va se passer ? Je crois qu'il est beaucoup plus important que ça. Il y a 45% parmi les mariages, mais il y a de moins en moins de mariages. Il y a le nombre de séparations de Pâques, c'est à peu près la même proportion. Par contre, il y a énormément de couples de faits, c'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble, qui ne sont pas recensés tellement dans les statistiques. Regardez le nombre de gens, notamment parmi les jeunes, qui vont être ensemble pendant 2, 3, 5 ans, qui vont avoir une rupture. Le nombre de ruptures dans la vie, alors ça, on s'est intéressé à ça au-delà du divorce, parce que c'est traumatisant, ça touche à l'idéal de soi, qu'est-ce que va être mon union, comment faire durer. D'ailleurs, la question que nous avons tous, de tous les journalistes qui se font l'écho du public, c'est comment faire durer le couple. Ça fait 30 ans qu'on se pose la question. Il n'y a pas de réponse univoque. Mais il y a énormément de séparations. Les modalités du divorce sont quand même meilleures, sont améliorées, ça c'est évident, et notamment pour les femmes. Parce que toutes les séparations sont toujours délétères, plus pour les femmes que pour les hommes, ça on le sait. Ça a été dit et répété, hein, oui, que nous venons de voir, et justifié, étayé. Et c'est même dans ce qu'on recueille des gens, il y a les chiffres, mais c'est encore plus, parce qu'il y a vraiment plus de difficultés. Avec simplement un dernier mot par rapport à ça, quelque chose qu'avait montré Jean-Claude Kaufmann, il écrit en 95 ou 18, je ne sais plus. Il écrit un livre qui s'appelle La femme seule et le prince charmant. Et Jean-Claude, qui est un très fin observateur de la société, avait remarqué qu'il y avait un chiffre qui augmentait chaque année. Et il parlait dans les années 90, et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est le nombre de femmes seules avec enfants qui augmente, c'est la seule catégorie qui augmente. Il y a beaucoup plus de détresse féminine parce que c'est plus compliqué. Autre chiffre très marquant, lorsqu'on s'intéresse un tant soit peu à ce dossier, les 3/4 des demandes de divorce sont initiées par les femmes. C'est ce que vous constatez aussi à travers les couples que vous pouvez recevoir. Alors vous êtes peut-être un peu en amont. Juste avant. Oui, mais alors moi j'ai une explication qui n'est pas sociologique ou d'avocat. Je pense que le fait qu'une femme travaille et a les moyens de s'assumer change tout, parce que je vois, à contrario, celles qui songent à se séparer, qui ont fait un peu les comptes et qui se sont rendues compte que ça allait être extrêmement compliqué. Et donc, elle m'expose tout ça pour ensuite reculer, pour dire simplement, ça ne va pas être possible. C'est-à-dire que ou alors, ça va être incroyablement compliqué. Et je ne vois pas très bien comment ça va s'articuler. D'ailleurs, sur le consentement mutuel, moi, je constate 2 choses pour celles qui ont été divorcées, celles qui sont en plein milieu. C'est que maintenant, sans le juge, il y a beaucoup de recours à la médiation, et que pour peu que ce soit vous qui ayez décidé, que la femme ait décidé et que son mari ne soit pas d'accord, ça va être long et compliqué, parce qu'à travers finalement ces médiations,
il va s'arranger pour faire comprendre qu'il est assez en colère et qu'il est contre. Et je vois bien qu'elles arrivent elles demandent quelque chose qui constitue 100%. Première médiation, il va arriver avec 30. Deuxième médiation avec 50. Troisième. Et en fait, à la fin, souvent, ce que j'entends, et c'est ce qu'il y avait dans le documentaire, Fatima le disait, de guerre lasse, elles vont céder en disant combien vaut ma liberté et mon repos. Eh bien, ok. Alors ça, c'est ennuyeux. La deuxième chose, c'est que sur les gardes alternés, que je rencontre quand même énormément, ça pose le problème des revenus financiers de la femme, parce que quand vous êtes alterné, vous êtes obligé d'habiter proche. Et pour peu que vous ayez été avant dans un quartier où les loyers coûtent cher, eh bien, celle, en général, qui va être défavorisée et n'aura peut-être pas les moyens de se loger dans le même quartier pour la même école des enfants, ce sont les femmes. On va revenir sur le problème de la garde alternée dans un instant. Vous voulez rajouter tout de suite quelque chose ? Pour répondre à votre question, les femmes, dans 80% des cas, sont celles qui demandent le divorce. Et moi, j'ai autant d'hommes que de femmes dans mon cabinet. Je n'ai pas une explication. Ce qui est certain, c'est que ce que j'ai observé, je sais que quand je dis ça, j'ai ensuite des commentaires très désagréables sur les réseaux, mais 32 ans d'exercice, 10 hommes sont partis sans qu'il n'y ait personne d'autre dans le paysage, c'est-à-dire sans qu'il y ait au moins la possibilité d'une histoire. Et une autre femme ou un autre compagnon. Une autre femme, un autre compagnon, une maîtresse, voilà, un amant, etc. Mais qu'il y a quelque chose d'autre de possible ou en tout cas d'existant. Alors que j'ai vu 80% des femmes qui demandent le divorce, elles ne partent pour personne. Donc forcément, quand on n'est pas obligé d'attendre quelqu'un, c'est un peu plus facile, c'est très basique, c'est un peu plus facile de demander le divorce. Et la deuxième explication que j'ai, c'est que d'abord, elles sont quand même aujourd'hui, peut-être qu'on en reparlera, victimes de violences majoritairement par rapport aux hommes. Toutes les femmes ne sont pas victimes de violences. Oui, ça fait partie des motifs de demande de divorce. Et ça, c'est de plus... Voilà, donc forcément, elles sont à l'origine de cette demande. Oui. Et puis, je crois que c'est lié aussi au fait que de toute éternité, l'homme, sa place n'était pas à l'intérieur du foyer, elle était à l'extérieur. Et que de toute éternité, la place de la femme était à l'intérieur. Et que donc elle a une intolérance plus grande à l'insatisfaction à l'intérieur du foyer, alors que l'homme, il a toujours trouvé satisfaction un peu ailleurs. Et quand ça devient intolérable émotionnellement pour la femme, alors ça devient intolérable de rester dans ce mariage. En tout cas, c'est ce qu'on me raconte. Moi, je ne suis que la dépositaire. Alors, vous êtes en train de nous dire que quand les hommes demandent le divorce, c'est souvent parce qu'ils ont un plan B, pour dire les choses rapidement. B ou ce qui n'est pas le cas des femmes qui très souvent demandent un divorce sans voilà, pour parce qu'elles sont, de se remettre en couple immédiatement après. Parce qu'elles sont mal dans leur mariage ou dans leur couple. Exactement, il n'y a pas une seule explication à ce chiffre qui quand même impressionne tout le monde. 85%, mais c'était pareil en 1950 et aujourd'hui. Moi, quand je les interroge, par exemple, j'ai une stratégie particulière où je vois les couples séparément et ensemble. Et on va parler, par exemple, notamment du plan affectif. Et je me rends compte que, en fait, la plupart du temps, les femmes savent bien avant les hommes quand le couple est terminé. Elle dit, mais le couple est terminé. Et lorsque on le fait dans la séance conjointe, ah bon, je ne savais pas. Mais bien entendu, et je me mets dans la même catégorie, nous sommes très aveugles du vécu féminin. Je crois, moi j'attribue beaucoup de cette asymétrie au fait de l'insatisfaction féminine, vous avez raison, sur tous ces plans-là, mais qui va être aussi que je me rends bien compte que des tas de choses qui sont dans notre plan de vie, ainsi de suite, sont plus là. Le couple est terminé. Alors, revenons sur les motifs de divorce. Premier motif, aujourd'hui en France, 33%, un tiers, l'infidélité. L'infidélité, et ensuite, deuxième motif, malheureusement, les violences conjugales, on en dira un mot. À propos de l'infidélité, c'est un ça reste tout de même le motif numéro 1 d'un divorce aujourd'hui en France. Oui, mais alors ça me surprend vraiment énormément parce que c'est aussi le motif numéro 1 des consultations en thérapie de couple. Or, si vous regardez ce qui s'est passé sur les 15 dernières années, les thérapeutes de couple et les cabinets de thérapie de couple ont à peu près triplé en nombre et sont complets. Donc ça veut dire, et je le vois, je ne vois pas les gens divorcer
à cause de l'infidélité. Je les vois venir en courant en thérapie de couple pour comprendre, parce que comprendre... L'infidélité, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, très souvent, c'est ce que j'ai lu aussi. Alors ça, c'est plus compliqué, mais là, il faudrait toute une émission que j'avais déjà, il y a plusieurs raisons. Restons-en sur l'infidélité. Mais du coup, en tous les cas, c'est pas du tout ce que je constate. Je pense pas que ce soit ce que constatent les thérapeutes de couple, puisqu'on a des gens qui veulent à tout prix... Ça coûte de l'argent, une thérapie de couple, de l'argent et du temps. Et ils arrivent avec très souvent une histoire d'infidélité, voire des histoires d'infidélité, parce que quand ils tirent un peu, ils en découvrent plein d'autres. Et pourtant, mais moi, je peux être étonnée, et pourtant, ils vont vouloir comprendre, vouloir que ça change, et pas du tout pour autant séparer. Les séparations sont surtout, dans moi, ce que j'entends, liées à de l'ennui, un mal-être, dire je ne vis plus, en fait, il n'y a plus de vivant dans ce couple, on est des amis. J'entends beaucoup ça, en fait. On n'est plus un couple sentimental, on est des bons partenaires de vie, mais ça ne me suffit pas. Donc voilà, ça. Alors quand on se marie, on s'engage à la fidélité aujourd'hui. Alors vous en arrivez à une autre conclusion. Vous dites, finalement, il faut troquer la fidélité pour la loyauté dans l'engagement dans le couple. Alors moi, je suis quand même toujours marquée. Alors c'est vrai que il y a la phase 1 qui est le thérapeute de couple pour essayer de dépasser la blessure de l'infidélité, mais il peut y avoir la phase 2 qui est le divorce. Et ça, vous ne les voyez pas après. Donc je remarque que c'est quand même très présent, l'infidélité, en tout cas dans ce qui se raconte dans le secret de mon cabinet. Et je remarque aussi que bien que, je crois qu'Esther Perel était à Paris il n'y a pas longtemps, et elle nous le dit très bien, de toute éternité on s'est juré fidélité, et de toute éternité on s'est tous trompés. Enfin, il faut quand même le dire, c'est très intéressant, et c'est pas depuis 75, avant 75, le divorce pour faute, pas le divorce pour faute, ça n'a jamais empêché personne de désirer ailleurs, d'aimer ailleurs, le fait de se jurer fidélité. Et c'est pourquoi, et on remarque pourtant, y compris chez des très jeunes, des gens d'une génération où on pourrait penser que les mœurs se sont peut-être un peu plus libérées, on remarque qu'il y a toujours une blessure narcissique, enfin je laisse ce terme pour les psychologues, mais une blessure très forte de trahison lorsque on se trompe, ne serait-ce que le mot de se tromper, il est péjoratif. Et donc, la loyauté, selon vous, le vrai ciment du couple d'aujourd'hui, ça serait celui-là. Voilà, moi, la conclusion à laquelle j'essaie d'arriver dans mon livre, après 32 ans d'exercice professionnel et 32 ans d'histoire de trahison qui font mal, c'est que peut-être, en effet, la fidélité n'est pas une valeur cardinale du couple qui dure. D'abord, est-ce qu'on a envie que le couple dure ? Ça, c'est aussi une question. On parlait d'amour, l'émission, elle est sur l'amour. Est-ce que c'est une fin en soi que le couple dure ? Enfin, quand l'espérance de vie était de 35 ans, oui, mais quand elle est de 85 ans, peut-être pas. Mais peut-être qu'en effet, et on le voit d'ailleurs dans des couples dits libres ou dans des couples dits libertins, moi j'ai divorcé des couples libertins, la fidélité est beaucoup moins importante, mais l'union n'en est pas moins solide, durable, parce qu'il y a une transparence, il y a une loyauté. Alors, je vais peut-être me faire huer quand je dis ça. Je ne suis pas en train de prôner l'infidélité, mais je dis que peut-être il faut réfléchir à cela. Alors, est-ce qu'on en serait à retrouver certaines vertus du côté de l'union libre ? C'est ce que j'ai lu aussi. L'union libre reviendrait à l'ordre du jour des couples aujourd'hui pour des couples absolument. Qui marchent, qui durent. Vous avez raison, parce qu'on ne va pas mettre... C'est vrai que si on entend parler... alors, on ne dit plus le terme, vous voyez, on ne l'a pas prononcé. L'adultère n'existe plus. Il n'a pas été prononcé. On va parler d'infidélité. Et alors, si on met en avant l'infidélité, c'est que ça peut être puni par la loi, mais que le couple soit terminé, c'est pas puni par la loi. Que s'il n'y a pas de violence et que c'est dans l'insatisfaction, c'est pas puni par la loi et c'est pas une raison de divorce. Donc peut-être que c'est pour ça que ça vient beaucoup plus en avant. Alors, le couple est en train totalement d'évoluer. Le couple existe depuis très peu de temps. Le mariage précédent, ça fait une 50aine d'années qu'existe ce qu'on appelle le couple. Et on voit de quelle façon il est en train de profondément changer avec des jeunes générations où l'infidélité n'est plus vécue de la même façon. Il y a un nouveau mot, j'ai une de mes étudiantes qui vient de faire un très beau travail sur les relations extra-couples. On ne parle plus d'adultère, c'est extra-couple. Et c'est très dédramatisé. Un petit peu comme si ça devenait
un petit peu banal. Alors je suis d'accord avec vous que le terme de loyauté peut être intéressant derrière, parce que oui, il y a on parlait d'accro au contrat auparavant, des choses comme ça. Le couple est en train d'évoluer, l'union libre, je n'en sais Mais rien. attendez, cette nouvelle génération, le mariage pour eux, ça veut dire peut-être mettre un terme à ces phases d'expérimentation, de rencontres. On s'est posé aussi la question depuis longtemps. Mais le mariage, c'est pas aujourd'hui, voilà, on s'engage parce que justement, on veut mettre un terme à ces expériences, on s'engage dans autre chose. Mais vous avez raison. C'est ce que vous constatez? Mais oui, parce qu'on se rend compte que souvent, c'est d'ailleurs pour fonder une famille. Lorsqu'on veut faire un enfant, très souvent, les gens vont se paxer ou se marier, dès qu'il va y avoir un événement comme ça. Oui. Mais c'est vrai que le couple est en train d'évoluer vers une autre forme, je ne sais pas laquelle. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'on entend beaucoup maintenant les jeunes dire on est dans une relation exclusive ou non exclusive. Hein. Ils se posent comme ça cette question. Mais une fois, genre d'expression qu'on entend chez les jeunes. Exactement. Mais une fois qu'ils se marient, c'est vrai. D'abord, ce sont dans les obligations du Code civil. Hein. Les époux se doivent mutuellement, communauté de vie, etc. Respect, ça c'est depuis 2006 seulement, et fidélité. Alors, fidélité, est-ce qu'on connaîtra le moment où le Code civil remplacera fidélité par loyauté? Est-ce que les mariés, ils font attention lorsqu'ils les entendent ces Moi, termes? je pense que quand on se marie, on pense à la fidélité. En tout cas, quand ils divorcent, l'infidélité. Ah oui. S'ils divorcent à cause de l'infidélité, là, c'est une trahison. C'est d'ailleurs ce qui pourrait expliquer qu'on se marie de plus en plus tard. Hein. En général, en moyenne, une femme se marie aux alentours de 37 ans et un homme aux alentours de 39 ans. Là aussi, on voit à quel point notre société a évolué sur ce plan-là. Ouais. Les violences conjugales au sein du couple, ça serait la deuxième raison, le deuxième motif de divorce. Ça aussi, vous avez pu l'observer à travers la parole peut-être de victimes dans votre cabinet? Oui, alors ce qui est intéressant, ce que j'ai observé, mais je pense que c'est vraiment une micro-observation, parce que c'est un biais, il y a un biais, les gens qui viennent me voir, etc. C'est que j'ai des femmes qui vivent des violences souvent verbales, qui s'offusquent moins quand c'est verbal, alors que bon, c'est quand même extrêmement destructeur pour l'estime de soi, mais qui, de fait... Un manque de respect peut-être de ce point de vue-là, c'était une notion qu'on avait... c'est plus qu'un manque de respect, c'est vraiment une attaque à l'intégrité qui est l'autre, quand on se met à l'insulter, quand on l'empêche de faire des choses, ou qu'on essaye de la manipuler un peu pour qu'elle n'ait pas envie de faire des choses, c'est clairement une maltraitance psychologique. Mais Et de ce point de vue-là, vous avez le sentiment que la parole s'est libérée, qu'il y a eu, par exemple, un après-MeToo? Je ne sais pas si elle s'est libérée à l'extérieur. Elle s'est libérée dans les cabinets. Et encore, franchement, c'est pas quelque chose qui arrive d'emblée. Je vais tiquer sur, en parlant des relations, ça va être toujours un peu étouffé. Oh, quand il est énervé. Et je vais être obligée de demander, mais c'est comment concrètement quand il est énervé? Il dit quoi? Pour me rendre compte que la ligne rouge a déjà été dépassée. Mais j'ai aussi des couples où c'est les hommes qui sont bousculés par leurs femmes, voire plus. Et de la même façon, je suis obligée de leur tirer les verres du nez pour apprendre que ça va être une claque, que ça va être un coup de pied. Et alors, eux, pour le coup, j'ai la sensation qu'ils ne demanderont jamais le divorce pour ça. Lorsqu'on est victime de violences conjugales, qu'on en arrive à un divorce et à divorcer, et ça peut être très long, parce qu'il y a une libéralisation de parole qui est évidemment très difficile. Une femme obtiendra davantage dans un divorce. Il y a une réelle prise en compte aujourd'hui de ce phénomène de violence conjugale lorsqu'on demande le divorce. Il y a un avant et un après. Peut-être pas MeToo, mais un avant et après Grenelle sur les violences conjugales. Il y a un avant 2019, un après 2019. C'est vrai que dans votre cabinet, ils viennent à deux. Donc la parole se libère un peu moins facilement. Moi, dans mon cabinet, elles viennent seules. Donc évidemment, la parole se libère plus facilement. Donc il y avait d'abord, avant 2019, on n'en parlait pas, où on parlait de femmes battues. Alors, déjà, le mot de femme battue, les femmes pensent que quand elles ne sont pas battues avec la main sur le visage ou sur le corps, elles ne sont pas victimes de violence. C'est pour ça que notre job, c'est de leur poser des questions systématiques. Est-ce que vous êtes victime de violence? Non, pas vraiment. Alors attendez, la violence, je vous explique, c'est pas seulement être battu, c'est vous serrer les poignets, vous pousser, jeter des objets, taper dans les portes à 2 mm de vous pour vous faire peur, etc. Donc, il faut déjà conscientiser.
Ça commence à être conscientisé. Après, c'est un long processus. La honte, elle précède toujours le silence. Et elle est toujours très prégnante, la honte, quand même, il faut le dire. Et c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de prendre une décision quand on est victime de violence, parce qu'il y a des phénomènes d'emprise, neuropsychiques, etc. Mais une fois qu'elle est prise, c'est un parcours de la combattante qui est libéré aujourd'hui, depuis 2019. Les avocats, les juges, tout le monde est là. Les policiers, on a observé vraiment... Alors, c'est disparate sur le territoire, hein, quand même, mais on a observé des avancées incroyables. Elles obtiennent pas plus ou moins, c'est-à-dire que... Oui, c'était ma question. Alors, plus ou moins, ça dépend quoi. Elles obtiennent la liberté, déjà. Ouais, c'est sûr. On peut avoir des décisions. Il y a un outil fabuleux qui s'appelle l'ordonnance de protection. En 6 jours, on peut obtenir l'expulsion du conjoint violent, la garde des enfants, les pensions alimentaires mises en place. En 6 jours. Donc, évidemment que ça peut être beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, le juge, au terme de la loi, doit prendre en considération les violences d'un parent sur l'autre, du père, par exemple, sur la mère, pour la garde des enfants. On ne sépare plus l'homme de l'artiste, vous voyez. Il n'y a plus une paroi vitrée entre le mauvais mari et le bon père. Alors, la garde des enfants, je vais rebondir là-dessus parce que, évidemment, la garde alternée instaurée par Ségolène Royal, c'était en 2002, hein, Oui. sous votre contrôle. La prise en compte maintenant, du sort des enfants après un divorce, là aussi, a beaucoup évolué. À ma grande surprise, et malgré cette loi de 2002, 85% des enfants de couples divorcés vivent aujourd'hui encore d'abord chez leur mère. Comment on l'explique, ça? Là, je ne l'explique pas, parce Ouais. que je l'ai découvert aussi dans ce Ouais. reportage, parce qu'effectivement, je croyais que c'était beaucoup plus partagé. Ouais. Par contre, il y a une chose qui est importante à souligner, qui a été rappelée, c'est le fait que les enfants ne souffrent pas du divorce, surtout quand maintenant on se sépare beaucoup plus tôt qu'on ne le faisait. Et c'est très vrai que si c'est très clair des côtés des deux parents, un enfant est construit moitié papa, moitié maman. Si les avis sont très divergents, c'est vrai qu'il va être écartelé. Et je crois qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui d'entente. Alors, il y a tous les couples possibles, bien entendu, et vous les voyez. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui a quand même beaucoup évolué. D'abord, dans une classe, je me souviens il y a un petit peu longtemps, il y avait des gens qui étaient traumatisés parce que, enfant, j'étais seul divorcé. Les parents étaient... Et j'ai entendu ensuite des enfants qui me disaient, moi, dans ma classe, ils sont tous divorcés. Et c'est très vrai qu'il y a une banalisation de la séparation, et les enfants ne souffrent pas si les parents font cette séparation très clairement pour eux. À propos du sort des enfants. Alors, pareil, je constate... c'est une préoccupation chez ceux et celles qui se séparent. Moi, je vois énormément de gardes alternés, donc j'ai été stupéfaite par le chiffre. Je n'arrêtais pas de me dire... waouh, c'est incroyable, j'ai connu un temps où les pères se battaient bec et ongles, et maintenant, mais j'ai une grande majorité de gardes alternés, ce qui pose le problème ensuite de comment chacun, leur futur, ça veut dire qu'ils vont devoir toujours vivre à côté quand même. Donc ça pose, moi je trouve ça assez fantastique, mais ça pose d'autres questions. Vivre à côté, est-ce que les deux ont les moyens de vivre au même endroit, etc., etc. Moi je vois quand même énormément de pères ultra concernés, et là pour le coup c'est flagrant parce que je trouve ça assez nouveau quand même. C'est vrai qu'on aurait pu penser que cette garde alternée aurait, d'une certaine manière, libéré aussi les femmes qui avaient choisi le divorce. La garde alternée... Et ces chiffres ont tendance à la garde alternée, pour pas moi, le laisser penser. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre, je crois que le chapitre s'appelle « La liberté en alternance ». Pour moi, 2002, la garde alternée, c'est vraiment la libération des femmes qui ne sont pas seulement des mères dans le cadre d'un divorce. Évidemment, c'est aussi pour les pères enfin l'occasion de s'investir au quotidien, mais c'est un atout fabuleux, un fabuleux facteur d'expansion professionnelle des femmes, professionnelles, amoureuses, personnelles, etc. Concernant ces chiffres, ils ne m'étonnent qu'à moitié. Parce que d'abord, nous, on est parisiens quand même, hein, et grande ville. Hein. Donc il faut voir que pour faire une garde alternée, il faut avoir les moyens. Et quand les gens n'ont pas les moyens d'avoir 2 appartements, 2 maisons, il n'y a pas de garde alternée possible. Il y a beaucoup d'hommes qui s'autocensurent, de pères qui ne la demandent pas. Il y a beaucoup de ça, et il y a encore beaucoup de résistance. Et quand même,
finalement, quand moi j'entends dire, et que j'entendais dire, et encore, c'est une justice de femme, une justice féministe, en réalité, le fait de confier prioritairement la garde des enfants aux mères, c'est une manifestation d'une société patriarcale. Ça veut dire que la femme, c'est une mère. Et ça veut dire que les enfants, ils ne sont pris en charge véritablement qu'auprès de leur mère. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore... Alors après, on parlait papa-maman, mais il y a aussi papa-papa, maman-maman. Maintenant, il y a aussi plein de formes de couple et de parentalité. Et d'ailleurs, hélas, et c'est assez désespérant, moi j'ai longtemps pensé qu'en fait que le problème c'était les hommes, parce que je suis très féministe, mais en réalité le problème c'est le pouvoir, tout simplement. Parce que quand il y a deux papas ou deux mamans, ou un papa et une maman, mais que le pouvoir est inversé, on retrouve les mêmes travers et les mêmes enjeux. Je voulais qu'on dise un mot sur les sites de rencontres. 60% aujourd'hui des rencontres en France se font via ces fameux sites de rencontres. Que faut-il en penser dans ce que sont les couples en France en 2025 Là aussi, est-ce que ça n'a pas un peu débanalisé l'engagement dans le couple? Alors c'est aussi la nouvelle société, parce que c'est beaucoup plus que ça en proportion, puisqu'il y en a énormément qui se rencontrent parce qu'ils ont été amis sur Facebook, c'est pas directement des sites. Maintenant il y a LinkedIn, c'est-à-dire sur des liens, et en définitive on se rencontre plus sur le net, parce qu'on passe notre journée sur Internet, que dans la vie de relation. Quand je demandais à quelqu'un qui est en difficulté pour faire des rencontres, surtout des femmes, combien de personnes avez-vous rencontré dans l'année précédente avec qui vous auriez pu matcher dans la vie courante, c'est moins des doigts d'une main, c'est 2-3 personnes. Il y a eu un stagiaire qui m'intéressait, et puis on ne s'est plus revus. Alors c'est tout le paradoxe. Ce sera le mot de la fin. C'est tout le paradoxe des sites, c'est qu'ils étaient là, les sites, les applis de rencontres, pour que ce soit facile de rencontrer quelqu'un. Et en fait, si vous regardez aussi les sondages sur les célibataires, eh ben c'est pas du tout plus facile pour eux. Les trentenaires, et ça je l'entends à longueur de temps, ont beaucoup de mal. Finalement, sont apparus avec ces applis des comportements comme le ghosting qui abîment énormément l'estime de soi. Les célibataires n'ont pas plus trouvé chaussures à leurs pieds de manière, évidente grâce à ces applis. Ce qui est assez surprenant parce que tout le monde attendait ça de ces applications. C'est malheureusement la fin de cette émission. Vraiment un grand merci à tous les trois d'y avoir participé aujourd'hui, après ce documentaire qui nous a retracé l'histoire du divorce, et puis qui nous a permis de commémorer ensemble les 50 ans du divorce par consentement mutuel. C'était sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Vos réactions, ça sera sur #DébatDog. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et puis je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain DébatDog. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.